Carnet de santé. Marina Carrère-Dancos. Elles étaient 3% en 1980, elles sont 25% aujourd'hui et pourraient être 50% en 2050. Cette croissance exponentielle concerne les personnes allergiques, dont beaucoup voient arriver le printemps avec inquiétude. Alors on dit que le printemps arrive, moi je vous dis que les pollens, eux, sont déjà là. Et je vous parle personnellement puisque je pleure comme une madeleine depuis plus de 8 jours. Donc les pollens, eux, sont là. Ce phénomène qui peut survenir à tout âge est dû à un dérèglement de notre système immunitaire qui surréagit à des éléments de notre environnement, des allergènes que l'on retrouve dans l'air, ce sont les pollens, les poils de chat, les acariens, dans la nourriture, dans des médicaments, mais également dans certains venins, comme ceux des guêpes, ou encore dans des objets type latex ou boutons en nickel. Résultat, au mieux, rhume des foins, conjonctivite, urticaire, eczéma, au pire, crise d'asthme ou œdème laryngé et choc anaphylactique. Comment comprendre ces allergies et le fait qu'elles ne cessent d'augmenter ? Quel lien avec le changement climatique, la pollution, notre alimentation qui évolue et notre microbiote ? Que faire devant de tels signes ? Peut-on éviter leur apparition, notamment chez de tout petits ? Et qu'espérer de la recherche pour toutes ces questions ? Nous sommes avec le docteur Nian Famti. Nian Famti, bonjour. Bonjour. Vous êtes allergologue, pneumopédiatre à Paris et ancien chef du service à l'Institut Pasteur, enseignant à l'Université de Paris-Cité. Alors, avant de comprendre pourquoi ces allergies sont de plus en plus fréquentes, il faut bien mesurer l'impact qu'elles ont dans nos vies. Et pour cela, il faut bien comprendre, appréhender ces affections. Je le disais, une allergie, c'est une surréaction de notre organisme. Schématiquement, c'est bien ça ? Oui, en quelque sorte. L'allergie, c'est le résultat d'une aberration, d'une exagération de la réaction de notre système immunitaire. En fait, le système immunitaire, c'est un système douanier à l'entrée, qui va en fait déterminer si une figure protéique qui se présente à nous, eh bien, qui rentre en contact, est-ce que c'est ami ou non ? Si c'est ami, c'est-à-dire qu'on l'accepte, comme la nourriture, et aussi les germes de notre microbiote, il faut que toute cette population soit acceptée, amie, ou alors c'est... on se met en mode défense, c'est-à-dire que c'est potentiellement un ennemi, un germe du Covid, il faut se défendre. Et donc, l'organisme identifie anormalement, dans ce cas-là, comme une potentielle menace, un antigène qui, normalement, devrait être perçu comme inoffensif, comme le pollen, l'aliment, tout ça, ça devrait être normal. Et bien, l'allergie, c'est ça, c'est une erreur de communication. Alors, la conséquence dépend évidemment du type d'allergène et de l'endroit où la réaction se produit. Très logiquement, on peut se dire qu'une allergie au pollen, ça va donner des signes respiratoires, qu'une allergie aux œufs, ça va donner des signes digestifs. C'est un peu plus complexe. Oui, tout à fait. Enfin, une allergie aux acariens, par exemple, au pollen ou aux poils d'animaux, ça entraîne généralement une rhinite, parfois une conjonctivite, ou les deux, ça, ou bien oui. de l'asthme aussi. Oui, les trois. Ou les trois. Alors là, on a la Jackpot. totale. Et donc l'asthme, c'est ce qui nous préoccupe parce que c'est la manifestation respiratoire la plus grave. Et donc, et plus rarement, l'allergène respiratoire peut provoquer ou aggraver un eczéma. Donc ça a été démontré dans les chambres d'exposition expérimentales. Une allergie alimentaire, elle va plutôt donner des signes digestifs et en cas de réaction sévère, il va y avoir une diffusion dans l'organisme, même au niveau de la peau, avec des plaques d'urticaire et malheureusement, ça peut aller jusqu'au vaisseau sanguin et au cœur. Et donc là, on appelle ça le choc anaphylactique. Et donc ça, c'est vraiment très grave et potentiellement mortel. Et donc, un allergène respiratoire peut parfois être un allergène de contact aussi. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes allergique au chat, eh bien, s'il vient vous lécher, vous pouvez faire un peu d'urticaire. Vous voyez. Donc, le pollen peut aussi aggraver l'eczéma, on l'a vu, ou aussi des symptômes digestifs, ce qu'on appelle les allergies croisées. Si vous êtes allergique au pollen, par exemple, on pourra revenir dessus, mais vous pouvez manifester des réactions aux fruits et aux légumes. Et donc, l'allergie alimentaire aussi, alors pour compliquer les choses, peut se manifester par des éternuements, une crise d'asthme. Et donc, tous ces mécanismes sont extrêmement complexes. Alors, pour simplifier, j'explique aux patients que, nous sommes comme des millefeuilles ou une lasagne au choix, avec des surfaces, des barrières corporelles. Donc, je dis, on a la peau, les voies respiratoires, le tube digestif, et puis je rajoute parfois le cerveau aussi, c'est aussi une surface. Et au travers de tout ça, circule le système immunitaire qui vient faire communiquer toutes ces surfaces. Et il faut dire qu'en plus de ces crises, de ces moments où on n'est pas bien à cause de ces allergènes, l'allergie a un impact sur le quotidien des patients. Ça, c'est assez étonnant quand même.
Oui, alors la rhinite allergique empêche de bien respirer par le nez. Et donc ça peut provoquer des problèmes de sommeil, de fatigue, avec un retentissement sur la productivité, la concentration. Alors pour les enfants, c'est terrible, hein, parce qu'en plus de tout ça, on a des troubles de croissance. On a vu que quand on a le nez bouché, eh bien, le massif facial peut présenter des déformations mandibulaires, dentaires. Il y a des problèmes d'acquisition, de déficit intellectuel. Donc c'est un mal invisible qui va avoir des conséquences monumentales. Et puis il y a des conséquences sociales auxquelles on ne pense pas tant qu'on n'est pas concerné. Écoutez Mia qui témoigne dans Le téléphone sonne sur France Inter. Je suis moi-même allergique alimentaire sévère à la cacahuète et j'ai une de mes filles qui est allergique sévère avec plusieurs aliments, au lait, aux œufs, aux noix pour les plus importants et d'autres qui peuvent l'être un peu moins. Mais c'était en fait pour témoigner qu'effectivement c'était quand même en quelque sorte un handicap social, en tout cas dans l'expérience que je peux avoir. Aujourd'hui elle est adolescente. Par le fait déjà de la restauration, là je reprends ce que vous avez évoqué tout à l'heure puisqu'effectivement aujourd'hui la réglementation européenne impose aux restaurateurs de signaler en fait les 14 allergènes les plus importants sur leurs recettes. On constate nous au quotidien que c'est pas toujours C'est pas fait toujours correctement. respecté? Ouais. Non, exactement, et ça nous crée quand même des grandes difficultés parce que quand on a un risque de choc anaphylactique et Bah, qu'on bien a quand sûr. même envie d'essayer de vivre à peu près normalement, on essaye de temps en temps de faire un restaurant et surtout on a nous constaté qu'à l'étranger c'était beaucoup plus suivi qu'en France. On a D'accord. moins de problématiques en Espagne, en Grande-Bretagne où c'est suivi, donc c'est que c'est faisable. Alors ce témoignage, on l'entend de beaucoup de parents qui parlent de leur inquiétude quand leur enfant est en crèche, à l'école, à la cantine, parce qu'effectivement, ils sont tout le temps inquiets. Oui, c'est ça. En fait, il y a une sorte de constante épée de Damoclès là qui est au-dessus de leur assiette et dont vous ne maîtrisez pas forcément la composition et donc parfois elle peut être fatale en cas d'allergie alimentaire sévère. Donc parfois des quantités infimes de cet allergène va faire réagir et il peut être caché dans des produits artisanaux dont on n'a pas l'étiquetage, dont on a parlé tout à l'heure, hein. On sait que la qualité de vie d'un allergique alimentaire qui a été évalué par des études est souvent plus altérée, écoutez bien, que celle d'un patient diabétique ou même d'un patient qui a une maladie rhumatismale, qui se voit en fait. Et là, ça ne se voit absolument pas. Mais bon, on progresse, hein, on forme les gens à l'école, on a des protocoles aussi d'induction de tolérance orale aux allergènes alimentaires, et puis on va simplifier les traitements d'urgence. Mais c'est vrai que dans un certain nombre de cas, ces enfants ou même ces personnes qui sont allergiques alimentaires présentent du stress post-traumatique, hein. Bien sûr, on imagine bien. Alors, pour vivre au mieux, quand même, malgré tout, avec l'allergie et éviter les cas sévères qui peuvent être mortels, il faut une bonne prise en charge et pour ça, il faut un diagnostic. Et on constate qu'une personne allergique met en moyenne 7 ans avant de consulter. Comment ça s'explique? Oui, c'est une étude qui a été faite il y a quelques années et donc il y a une errance diagnostique qui est assez fréquente. Et donc on peut imaginer qu'il y a un peu de banalisation des symptômes, de la négligence, une sorte d'acceptation aussi des signes, une résignation. C'est-à-dire que bon voilà, c'est comme ça. Et puis il y a une disposition des traitements de première ligne en pharmacie qui permettent d'essayer de survivre un peu. Et puis on a un faible nombre d'allergologues qui malheureusement ne pourra pas voir tout le monde, ça c'est sûr. Et donc c'est important que en fait, l'enquête allergologique va examiner les environnements, le mode de vie du patient, et on va faire des tests de diagnostic cutanés, biologiques, des dosages sanguins, des anticorps qu'on appelle les IgE, des tests de réactivité respiratoire pour évaluer l'ensemble de tout ça. Et on va dérouler des algorithmes qui vont permettre de faire sortir en fait le patient de ce marasme et d'atténuer son calvaire quotidien. On a parlé de ça, mais par exemple la conjonctivite. L'atteinte oculaire, c'est ce qu'il y a de plus insupportable en Oui, fait, par les oui. patients. Merci C'est de le très très reconnaître. mal vécu en fait. Les yeux qui brûlent, on a envie de s'arracher les yeux, c'est vraiment terrible. Alors moi j'ai vu des patients qui étaient déprimés, stressés par ces situations-là. Ils restaient vraiment à l'intérieur. D'ailleurs, il y a un travail qui montre que le taux de suicide, mais ça c'est assez fort, est plus élevé et corrélé avec la sévérité des signes allergiques. Donc ça c'est vraiment pour dire que on a souvent une sous-estimation de la part de l'entourage et même du monde médical. C'est sous-évalué à cause de ces symptômes qui peuvent paraître un peu bénins, en fait. Vous êtes un peu enrhumé, bon, ça va, il n'y a pas de quoi, voilà. Donc, c'est vraiment terrible. On mesure l'importance, effectivement, donc de consulter le plus vite possible. Et on l'a dit, ces allergies ne cessent de se développer. Pourquoi? On en parle tout de suite.
carnet de santé consacré aujourd'hui à une affection complexe qui touche 25% de la population, l'allergie, une proportion qui devrait doubler d'ici 2050. Pourquoi ? Pour en parler, le docteur Nian Famti, allergologue pneumopédiatre à Paris. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi on est de plus en plus allergique, de plus en plus nombreux aussi à être allergiques. Mais est-ce qu'on est allergique ou est-ce qu'on devient allergique ? En fait, on ne n'est pas allergique d'emblée, hein. C'est vrai qu'on le devient. On vient au monde quand même avec une capacité de tolérance immunitaire, hein, parce que sinon on ne pourrait pas survivre. Les protéines sont acceptées, il y a notre microbiote déjà d'emblée, et puis le corps apprend, il identifie son environnement qui est favorable via le microbiote, qui va venir rééduquer notre système immunitaire. Donc, et puis après, avec ce qu'on touche, ce que l'on mange, on va avoir une éducation de ce système immunitaire. Mais il peut y avoir de mauvaises présentations, des erreurs, voilà. Donc de ces protéines, par exemple au travers d'une peau qui est un peu fragile, qui est un peu poreuse, on dira, inflammatoire, et on va mal interpréter ce contact. Et alors, cette mauvaise interprétation, qu'on appelle sensibilisation, va favoriser cette allergie qui va se mettre en place, hein. Donc à ce moment-là, il peut y avoir l'intervention d'une infection, d'une erreur de commande immunologique, une variation hormonale. On retrouve souvent des cofacteurs, hein, puis ça peut être un stress neuropsychique, hein, qui vient donner un coup de pied dans le système immunitaire. Et donc tout ça va conduire vers l'allergie. On est quand même plus à risque si on a des parents allergiques. Oui, complètement. Alors, par exemple, pour l'asthme, ça double les risques. Si vous avez un parent qui est asthmatique, on a un risque sur 4. Et si les deux sont asthmatiques, vous avez une chance sur 2 de l'être, en fait. Et même un Donc, risque sur 2. Voilà, c'est ça. En fait, on a les gènes de l'atopie, en fait, sont codent pour 2 familles d'anomalies. Les anomalies de structure, d'abord, de la barrière. On parlait tout à l'heure des millefeuilles, c'est ça. Ça va donner une porosité de ces barrières et donc donner des symptômes différents en fonction des membres de la famille. L'un, c'est la peau, l'autre, c'est les voies respiratoires, l'autre, c'est le tube digestif. Et puis la deuxième famille de gènes, ce sont des gènes qui codent pour le fonctionnement du système immunitaire, qui rendent la personne plus hypersensible et excessive dans ses réactions. Et donc la combinaison de ces gènes avec l'histoire, les différentes trajectoires, les expositions, les rencontres environnementales font des tableaux très différents. Alors pour bien comprendre pourquoi ça augmente, hein, pourquoi il y a de plus en plus de personnes allergiques, notre environnement évidemment joue. Et on est étonné effectivement que maintenant les pollens soient dérangeants dès début mars. C'est quoi ? C'est le changement climatique ? C'est la pollution qui est en cause ? En fait, on a assez de données pour dire que le réchauffement climatique aggrave le risque d'allergie par le biais de l'augmentation des allergènes. On a des plantes invasives de plus en plus allergisantes. Par exemple, prenez le cas de l'ambroisie qui venait du Rhône. Et bien maintenant, on en retrouve en Bretagne et puis même en Belgique. Et donc, il y a vraiment une augmentation de ces plantes-là. On a les graminées aussi qui produisent davantage de pollen à cause du CO2 qui augmente dans l'atmosphère, les températures plus douces. On a un allongement des saisons et puis des pics beaucoup plus forts. Donc la quantité de pollen présente dans l'air est plus importante et elle s'étale vraiment sur des périodes de plus en plus longues. Donc on a un réchauffement climatique qui aggrave les risques d'allergie avec des pollens de plus en plus précoces, la pollution atmosphérique, plus les produits chimiques nocifs, les perturbateurs endocriniens, etc. Tout ça, ça vient augmenter. On est attaqué par l'extérieur et par l'intérieur. On parlera probablement de la pollution intérieure qui joue aussi un rôle très important. Et plus étonnant, l'alimentation ultra transformée jouerait également. C'est toujours par le biais de notre fameux microbiote ? Oui, en fait, l'environnement alimentaire vient modifier le microbiote. Donc ça a été bien démontré. Quand on regarde le microbiote des personnes allergiques, eh bien, il est complètement différent. Et alors, des études assez démonstratives montrent que, eh bien, si vous avez moins de biodiversité autour de vous, eh bien, votre microbiote, il est modifié. Donc, comme si vous voulez, il y avait une sorte de déboussolage de notre système immunitaire qui ne se retrouve pas. Et donc, l'hypothèse aussi, pour expliquer l'explosion des intolérances alimentaires, la modification des aliments peut être trop rapide à l'échelle de notre évolution. On n'a pas le temps de s'adapter, c'est ça ? Exactement. Donc, les protéines de blé, il y a plus de gluten éventuellement, par exemple. Et puis, il y a des cofacteurs, ce qu'on appelle la junk food, l'excès de sucre qui est potentiellement pro-inflammatoire dans notre tube digestif, la diminution des oméga 3,
Et puis l'aide en fait de la baisse des aliments antioxydants et puis des facteurs, des conservateurs, des choses comme ça, des produits chimiques en fait de notre environnement vont modifier totalement notre réponse immunitaire. Les aliments antioxydants, c'est tout ce qui est bien coloré dans notre assiette. Une autre idée, c'est que l'amélioration de l'hygiène a conduit notre système immunitaire à être moins sollicité, plus sensible. C'est une hypothèse qu'on dit hygiéniste. Ça se vérifie, ça? Oui, tout à fait. Grâce au formidable travail des cohortes de suivi médical des enfants dans le milieu rural, on en a en Franche-Comté, on a aussi des cohortes dans les campagnes autrichiennes, allemandes, enfin bon, avec des enfants qui vivent auprès des animaux dans les fermes et qui consomment les produits frais de la ferme. Et ben, on a montré que ceux-ci étaient moins allergiques, asthmatiques que leurs cousins citadins avec les mêmes gènes. Ils sont au contact des animaux très tôt et ils sont moins allergiques. Exactement. Et donc, il faut un mélange de bactéries, de moisissures, de plein de bonnes choses, comme si on était finalement programmé depuis des millénaires à répondre positivement à un environnement organique de ferme, des germes naturels en fait, de notre microbiote qui va être éduqué, ainsi que le système immunitaire. Donc, et là, hop, tout d'un coup, on enlève tout ça, on est dans la ville et on n'a pas le bénéfice de cette biodiversité. Donc ça a bien été démontré en fait. La diminution du contact avec les micro-organismes de la ferme, eh bien, diminue l'incidence des maladies immunes. Donc différence effectivement selon les conditions de vie. Est-ce que selon les pays, il y a des grosses différences ou c'est un peu partout dans le monde cette augmentation des allergies? Alors, on a des doubles exemples. Par exemple, les enfants de la ferme, on retrouve cette histoire aux États-Unis avec les Amish, avec leur mode de vie très traditionnel, sans vaccins, antibiotiques, etc. Eh ben, ils ont moins de maladies respiratoires que leurs cousins utérites dans la vie moderne. Et donc, oui, si on a adopté un mode de vie citadin occidental, on va dire, avec plus de pollution, d'exposition aux particules ultra fines, la perte de la biodiversité, les rencontres virales aussi dans les collectivités, le stress neuropsychique chronique aussi, qui sont des bons marqueurs. Et donc tout ça sont corrélés dans les études avec l'augmentation des maladies allergiques. Alors l'idée maintenant, évidemment, c'est d'agir pour mieux vivre avec nos allergies. Est-ce qu'on peut réduire le risque de survenue aussi d'allergies? Et où va la recherche? On en parle tout de suite. France Culture, carnet de santé. Marina Carrère-Dancos. Comment mieux vivre avec nos allergies? Peut-on les éviter et pourra-t-on un jour en guérir? Réponse dans ce carnet de santé avec le docteur Nian Famti, allergologue, pneumologue pédiatre à Paris. Une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Thomas Jost avec à la technique Élise Leu et à la vidéo Ruben Karmazine. On va dire qu'avant tout, donc on va le rappeler qu'il faut consulter parce qu'il y a des traitements qui réduisent évidemment les signes allergiques, notamment du rhume des foins, et puis des traitements qui réduisent le risque de survenue de crise d'asthme qui, il faut le rappeler toujours, tue chaque année dans notre pays. Il faut absolument consulter pour avoir, pour les plus allergiques, effectivement, une trousse de secours en gros. Oui, c'est fou, parce qu'on peut estimer dans le monde qu'il y a 350 millions de personnes qui souffrent d'asthme. En France, c'est 4 millions de personnes. On a jusqu'à 60 000 hospitalisations par an à peu près, et c'est 2 à 3 décès par jour de crise d'asthme. Donc c'est vraiment très très important. Il y a une causalité environnementale, on en a parlé. Je vais vous raconter cette histoire à Melbourne en 2016 où c'est l'après-midi, sortie de bureau, il fait chaud, le ciel s'obscurcit, et là, il y a un orage phénoménal. Et donc, écoutez bien, 8500 personnes ont fait des crises d'asthme. Les urgences, en l'espace d'1 heure, ont été engorgées. Et cet orage de pollen a tué malheureusement 10 personnes. Donc, ces événements climatiques qui commencent à apparaître sur notre territoire, on en a vu à Nantes et récemment en région parisienne. Et donc, moins intense, Dieu merci, pour l'instant, mais on a noté des pics d'urgence médicale. Donc, c'est quelque chose vraiment qui est vraiment important. Et la prophétie d'atteinte de l'allergie de la moitié de la population, eh bien on le voit, et c'est en cours vraiment de réalisation. Donc, effectivement, il faut faire un diagnostic précis, savoir à quel allergène, à quel pollen on a affaire, et surveiller les concentrations de pollen dans l'atmosphère. Donc, j'en profite pour souligner l'importance des données fournies par le RNSA, le Réseau national de surveillance aérobiologique, qui est une association qui dose en fait les pollens et qu'on peut suivre dans le territoire. Mais bon, apparemment, elle a été dissoute et il n'y a plus de subvention. Bon, espérons qu'il n'y ait pas de catastrophe entre-temps. Donc, il faut effectivement, comme vous aviez dit, avoir une prescription médicamenteuse de
secours. La avec suivre, la vraiment, suivre, respecter. avoir dans la poche ces petits traitements locaux, ces collyres, ces sprays nasaux, éventuellement les antihistaminiques. Et puis, si on a de l'asthme, surtout avoir son traitement inhalé, parce que, comme vous avez vu dans cet exemple australien, les patients qui avaient une rhinite, mais sans savoir qu'ils avaient de l'asthme, ont été surpris et tout d'un coup à avoir de l'asthme. Donc, on voit vraiment évaluer ce risque. Quand on le sait, c'est indispensable effectivement d'être pris en charge et de ne pas arrêter son traitement en se disant qu'on ne meurt pas de l'asthme si on en meurt. Pour les petits, notamment ceux dont les parents sont allergiques et donc à gros risque, on a longtemps dit qu'il fallait allaiter, ne pas diversifier l'alimentation trop tôt. On a l'impression qu'on a changé un peu d'attitude. En fait, bon, l'allaitement d'abord, non. Quand il est possible, c'est vraiment important pour de nombreux aspects, hein. Il va mettre en place de la tolérance immunitaire digestive. L'allaitement maternel, c'est vraiment un processus formidable de présentation de l'environnement à son enfant via la consommation de la maman. C'est-à-dire que tout ce qu'elle mange, tout ce qu'elle respire, eh bien, elle va le présenter via l'allaitement à son bébé. Donc, même les acariens, d'ailleurs, hein. Donc ça a été montré par une équipe amie australienne. Alors, concernant la diversification. Bon, la diversification, maintenant, je dis, ça débute quand l'enfant est prêt. Oui. L'enfant manifeste un intérêt, il tend ses doigts vers la nourriture. Donc on sait que le développement neuromoteur est assez corrélé à celui du système immunitaire. Il y a ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité immunologique vers 4, 5, 6 mois. Bon, ça c'est très variable d'un enfant à l'autre. Et puis on va à ce moment lui faire goûter tout ce qui est manipulé dans son environnement. C'est vraiment très logique. Donc les ancêtres le faisaient déjà. Et on le fait dans les quatre coins du monde en mettant justement le doigt dans la nourriture et hop, dans la bouche de l'enfant parce que en fait, nos amis allergologues londoniens l'ont bien montré. Ils ont montré que la consommation de cacahuètes, d'arachides, le beurre de cacahuète que les Anglais aiment bien, eh bien, chez les enfants à risque atopique, quand eh bien, ils n'étaient pas donnés aux enfants, eh bien, cette protéine arrive sur la peau et peut être reconnue au travers de la peau comme une protéine ennemie, comme on l'expliquait tout à l'heure, et devenir allergique jusqu'à faire des chocs quasiment mortels. Donc, ça veut dire qu'il faut éviter ce défaut d'aiguillage. Il faut présenter à l'enfant son environnement alimentaire, tout ce qu'il y a dans la cuisine, tout ce qui est rapporté dans son environnement pour que ça ne touche pas sa peau, ni les voies respiratoires, mais la bouche, là où la tolérance va se mettre en place. Quand on est allergique donc au pollen, aux acariens, on a bien vu les petites gouttes dans les yeux, tout ce qu'on veut, mais il y a des petites mesures quand même qui permettent d'améliorer la situation. Rien que de se doucher le soir, de se rincer les cheveux, enfin, tout ce qui peut retenir par exemple les pollens. Oui, alors, bon, prenons donc, oui, il faut se débarrasser de ces pollens. Dès qu'on rentre chez soi, on va enlever eh bien, ses vêtements, on va se rincer les surfaces, la tête, les cheveux, alouettes, enfin, et se rincer toutes les surfaces qui sont sensibles, hein, le nez, les yeux, et se débarrasser de ses vêtements. Donc, tout ça, c'est vraiment très, très important. Prendre son traitement. On ne fait pas sécher son linge dehors pendant les périodes de pollinisation. Exactement, on ne va pas rouler les fenêtres ouvertes, on va vérifier les filtres à pollen de sa voiture. Donc l'idée, c'est de s'adapter, de regarder un peu les concentrations de pollen et puis regarder son agenda. On ne va pas aller courir, par exemple, alors qu'il y a un pic pollinique plus un pic de pollution. Donc on va adapter tout ça. Et quand on est très allergique, on ouvre quand même les fenêtres pour aérer ou pas? On fait rentrer les pollens, on fait quoi? Alors, on va éviter d'ouvrir les fenêtres en pleine journée. On peut les ouvrir très tôt le matin ou tard le soir, là où il y a un peu moins de pollen. Il y a des mesures individuelles, bien sûr, il y a des mesures qui relèvent des autorités. On sait bien sûr toute la lutte contre la pollution aux particules fines, mais par exemple, les arbres, est-ce qu'il faut abattre des arbres? Est-ce qu'il faut modifier notre politique de plantation ou pas? Oui, alors regarde, au Japon, ils sont en ce moment en train d'abattre des forêts entières de cèdres. Donc, c'est des arbres qui ont été plantés après-guerre et là, qui font des ravages dans la population. Et donc, ils abattent des forêts en entier. Donc, en France, ici en Europe, on a l'ambroisie qui a été déclarée comme plante nuisible, invasive et dangereuse. Et donc, elle est même légiférée. Donc, malgré ça, elle remonte du Rhône jusqu'en Bretagne, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, il faut soutenir l'information du public, accélérer les plans d'arrachage. Et donc, ça nécessite malheureusement beaucoup plus de moyens pour aider aussi les agriculteurs qui sont envahis par ces plantes. Évitez de planter des bouleaux, s'il vous plaît, près des habitations. Donc ça, c'est terrible. On en a eu, en fait. Maintenant, on ne fait plus cette erreur. Et puis les cyprès aussi, près des habitations. Donc ça, c'est terrible. Donc effectivement, on va avoir un changement de notre paysage pollinique, qu'on veuille ou non, tout ça le réchauffement va changer tout cela. Mais justement, est-ce que vous êtes malgré tout optimiste? Est-ce qu'on peut, avec différents moyens, inverser cette tendance qui effectivement dit qu'on va doubler le nombre de personnes allergiques d'ici 2050?
Oui, donc il faut rester quand même optimiste, hein. C'est vrai qu'on a des plantes invasives, les pollens augmentent avec le CO2, les périodes de pollinisation, on a un impact qui est vraiment énorme. Alors en fait, la norme, ça va être d'être allergique. Plus de la moitié de la population sera allergique, donc peut-être qu'on dira un jour, bah, peut-être que si t'es pas allergique, c'est que t'es pas sensible à la nature. Donc en fait, oui, on va arriver à une normalisation de cet état-là dans la population générale. La pollution intérieure, on n'en a pas parlé, elle est importante aussi. Elle est vitale. Donc on a beaucoup de problèmes d'allergie qui sont aggravés ou même provoqués par des expositions aux produits chimiques intérieurs, à de manipulation, des produits qu'on ignore, des sources allergéniques aussi. Quand on a par exemple de la moisissure, donc ça c'est extrêmement Très fréquent. très fréquent et dangereux. Donc j'ai la chance de travailler avec Amélie dans mon centre, aussi bien que Ingrid et Émilie, qui sont formés comme ce qu'on appelle les CMEI, les conseillers médicaux en environnement d'intérieur. Donc ça, on a la chance d'avoir ce métier-là en France, cette formation, et donc il peut donner des bons conseils d'évaluation, d'adaptation des patients dans leur environnement d'intérieur. Et ils sont parfois très surpris de dire « Ah bon, il fallait pas faire ça, non, il faut pas utiliser par exemple de l'eau de Javel ou des choses comme ça. » Et donc ça, c'est extrêmement important. La pollution intérieure est aussi grave, voire plus grave que la pollution extérieure. Et on peut rappeler que tous les produits d'hygiène qui sentent, qui ont des parfums, etc., c'est parfaitement inutile parce que la propreté, ça ne sent rien. Exactement. Et donc, on a été victime de beaucoup de marketing. Le sent bon, c'est pas forcément quelque chose qui est le naturel. Attention, hein. Donc, on va pas rajouter du bruit au bruit. Déjà qu'on est déjà très pollué, on va pas rajouter des produits. Donc, soyez très attentifs à cela. La recherche va vers quoi? Elle va vers de nouveaux traitements, éventuellement un jour un vaccin? Alors, la recherche, c'est vraiment de nombreux domaines, hein. Déjà, la compréhension des mécanismes d'influence de l'environnement, les polluants, les atmosphériques, les particules fines, les polluants éternels, les PFAS, les insecticides, tout ça, on commence à comprendre l'impact sur notre système immunitaire, les modes de vie alimentaires, les sucres, les acides gras, le déséquilibre, tout ça, on va faire, j'espère, une révolution en la matière hein, pour les générations futures. Donc ça, vraiment, c'est du préventif de chez préventif. Le diagnostic aussi, on va améliorer les tests biologiques, dynamiques, et puis les techniques de désensibilisation déjà. Alors, et on n'a pas évoqué cette désensibilisation qui est très efficace, notamment pour les allergies aux chats, certaines allergies aux acariens, etc. Ça se pratique toujours, c'est toujours... Oui, bien sûr. Et en fait, c'est un traitement formidable. Les études récentes montrent que c'est vraiment le seul traitement qui permet de modifier la marche de l'asthme par rapport aux corticoïdes inhalés. Donc ça, c'est vraiment très étonnant. On arrive à dire que c'est le seul traitement qui change la donne des atopiques. Donc, le seul inconvénient, c'est qu'il faut le prendre tous les jours, ce traitement naturel, et qui dure longtemps, 4-5 ans, le temps d'inscrire dans le disque dur, si on peut dire, du système immunitaire, l'efficacité de ce traitement. Donc, ça diminue les risques d'asthme, la rhinite conjonctivite allergique, et puis la survenue de nouvelles allergies, puisqu'on calme le système immunitaire. Donc, ça, c'est vraiment formidable. Donc, pour revenir au progrès, on a aussi l'adrénaline pour les chocs anaphylactiques. On va l'avoir sous forme de spray nasal. Imaginez la facilité d'utilisation. Et on rappelle cette adrénaline que les grands allergiques ont sur eux. Si ça arrive, et on le dit souvent aux parents, il vaut mieux faire de l'adrénaline, même s'il n'y en a pas besoin, parce que c'est quand même un geste important, oui. Même s'il n'y en a pas besoin, on appelle le SAMU juste après, mais on le fait. Si votre enfant effectivement fait un choc anaphylactique, vous faites l'injection, même s'il ne fallait pas la faire, c'est pas dangereux. Oui, c'est pas dangereux, et donc vaut mieux le faire par excès que de le faire trop tard. Donc ça, c'est vraiment très important. Dans la trousse de secours, on a ça, les bronchodilatateurs et les antihistaminiques. Et aussi, on a l'arrivée sur le marché ce qu'on appelle les biothérapies, qui ciblent des éléments précis de la cascade inflammatoire. Et donc ça a un impact monumental chez les patients qui sont atteints d'asthme ou d'eczéma sévère. Donc quand c'est bien choisi, alors certes c'est encore très coûteux et limité, mais ça a changé vraiment beaucoup de choses. Et puis il y a l'ère du microbiote. On est au début de tout ça. On va découvrir l'ampleur des possibilités. Les essais sont en cours. On va pouvoir modifier de manière personnalisé et on le voit avec des exemples extrêmes comme les greffes en fait de microbiote qui peuvent changer la donne. Et enfin aussi la compréhension et la prise en charge neuropsychique, parce qu'en fait on se rend compte que cette commande centrale neuropsychique est branchée directement sur le système nerveux autonome et le système immunitaire et a un rôle vraiment très important sur les allergies, parce qu'on voit quand on discute avec nos patients, on voit que
des événements de vie, de stress, d'accidents neuropsychiques correspondent, enfin émaillent cette histoire de survenue d'allergie chez les atopiques. Donc c'est vraiment un aspect très important. Merci infiniment, docteur Niam Famki, d'être venu nous parler de présent et d'avenir dans ce domaine de l'allergie. Merci beaucoup. Merci.